Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Ziad Khoury, le préfet de l'Aisne. Ancien préfet de l'Aisne, c'est vrai qu'il est en attente d'une nouvelle affectation à l'an 02. Il faut donner quasiment aujourd'hui le numéro et la capitale pour que les gens se repèrent, parce que c'est vrai qu'il faut s'y connaître en géographie française. Ancien préfet aussi de la Haute-Saône, 70, Vesoul. Ziad Khoury, énarque, diplomate, connaît bien les territoires, comme on dit aujourd'hui, ou plutôt cette France oubliée où les agriculteurs se mobilisent. France aussi clochardisée, sorte de trou noir rempli de gilets jaunes, diraient certains, mais ça c'est un regard de métropolitain qui connaît mal justement les richesses de ces territoires-là. Ziad Khoury est passé des montagnes du Liban, pays qui n'a plus d'État aujourd'hui, à la République, à l'État républicain, encore puissant, tutélaire et qui se cherche constamment des moyens, les moyens de se perpétuer sans que l'on sache vraiment qui le dirige et où il va. Il y a beaucoup d'hésitation là-dessus. Son regard donc nous intéresse, d'autant qu'il est un fils de la méritocratie républicaine. Bonjour Ziad Khoury. Bonjour. Vous publiez un petit peu vos mémoires à travers ce titre sobre, préfet. Voilà. Vous en êtes fier? Oui, c'est une fierté parce que je suis parti de loin, des montagnes du Liban justement, et que quand on est originaire du Liban, le destin naturel n'est pas d'être fonctionnaire, alors qu'en France, c'est évidemment une fonction qui est prisée. Et donc j'ai voulu, par un récit personnel, raconter un rêve finalement, le rêve de devenir préfet, pourquoi, comment j'y arrive, et puis raconter aussi un peu la France à travers mes postes, qui sont des postes beaucoup dans la ruralité ou dans les institutions européennes, un peu aux deux extrêmes, et montrer finalement un peu de l'intérieur comment les choses se passent. Le rêve n'est pas qu'américain. Le rêve n'est pas qu'américain, en tout cas il faut ressusciter ou stimuler un rêve français qui existe. Comment vous projetiez-vous lorsque vous étiez au Liban ? Lorsque j'étais au Liban, finalement, j'étais dans une vie parmi la mort. Donc, on ne se projetait pas beaucoup parce qu'à tout moment, les choses pouvaient mal tourner. Mais en tout cas, il y avait le sentiment de devoir finalement être utile au collectif. En fait, le Liban, il a une force, c'est le talent des individus, mais il a une limite, c'est le ressort collectif. C'est-à-dire qu'il est moins enclin à une vision partagée, à l'existence d'un État qui structure le pays. Il souffre un peu de son communautarisme. Et c'est finalement cette projection-là qui m'a porté par un choix affectif à vouloir servir la République, c'est-à-dire à montrer qu'il n'y a pas plus belle mission que le service de l'État et de l'intérêt général. Je vivais dans un environnement, écrivez-vous, militarisé de milices et de barrages routiers, avec dans chaque foyer de quoi se défendre. L'armoire de mon tenait une kalachnik, 2 fusils de chasse, 2 pistolets. C'était banal. Un soir de réveillon, je tirais en l'air au pistolet pour célébrer le Nouvel An. Vous aviez quel âge à l'époque ? Alors j'avais 6 ans. Ah oui, ça commence jeune quand même. Ça commence jeune, mais finalement j'ai connu que cet environnement-là, puisque mes premiers souvenirs sont des souvenirs effectivement de guerre et finalement de drame. Mais on s'y habitue d'une certaine manière, et c'est plus tard que je me suis rendu compte que ça avait marqué mon existence. C'était un peu une part intime, mais qui finalement a guidé mes pas. Et c'est vrai que la guerre civile est quelque chose d'assez particulier. En fait, le Liban, il y a eu la guerre au Liban et la guerre du Liban. C'est-à-dire que la guerre au Liban, c'est l'environnement géostratégique du pays qui fait qu'il y a beaucoup d'interférences. Et puis la guerre du Liban, c'est son organisation un peu parcellaire, déstructurée, qui fait qu'il n'a pas pu résister au choc. Comment appréciez-vous, Ziad Khoury, le fait qu'on parle, lorsqu'il y a des émeutes dans les banlieues, de, comme on l'a entendu récemment, de mexicanisation, comme l'a dit Bruno Retailleau, on parlait avant de libanisation, pour qualifier ce qui se passe dans les banlieues françaises. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? Le terme libanisation ne me plaît pas beaucoup parce que c'est des situations très différentes. Le Liban s'est fondé sur l'idée d'un carrefour et d'un pluralisme culturel et religieux. C'est un vieux pays, il est cité 71 fois dans la Bible, j'ai vu ça. Et donc finalement la situation de la France est très différente. La France a cette chance d'avoir l'État. De Gaulle disait que l'État est la condition de tout. L'État a contribué à faire la nation en France et sert de colonne vertébrale. Et je pense que nous avons les moyens et les ressorts pour justement éviter ces dérives. Mais c'est vrai qu'on a vu d'un côté une déstructuration sociale croissante dans le pays et de l'autre côté une structuration criminelle croissante. Donc il faut évidemment inverser les tendances. Dans les départements dont vous avez été le préfet, je rappelle donc l'Aisne et précédemment la Haute-Saône, est-ce qu'il y a des phénomènes émergents qui caractérisent les métropoles, des phénomènes de criminalité en particulier, qui ont pu émerger sous votre mandature ? Oui, alors c'est très différent évidemment de vivre en métropole ou en zone urbaine ou rurale, mais on a vu arriver quand même des éléments de violence, d'agressivité, parfois de trafic, y compris de drogue, et donc qui n'épargnent pas les villes moyennes ou les villes petites. Et c'est effectivement préoccupant, et c'est quelque chose qui nécessite une mobilisation nationale. C'est pas un phénomène qui est réservé
à des banlieues ou à des grandes villes. Vesoul a été chanté par Jacques Brel, mais Laon, par personne à ma connaissance. Non, mais Laon, c'est pas loin du bassin parisien. Laon, c'est comme l'Aisne, c'est-à-dire qu'elle a une histoire glorieuse et douloureuse, mais une géographie proche du Benelux, proche d'un certain nombre qui est aussi un carrefour, donc qui peut lui être un atout. Et moi, je conseille d'aller la visiter parce que c'est une ville qui a beaucoup de charme historique. Nous sommes écoutés à Laon, je le précise. Il y a effectivement une ville haute, superbe, avec une cathédrale qui n'a plus le statut de cathédrale, mais qui est magnifique. Mais je dirais c'est un petit peu un mal français, personne ne le sait. C'est-à-dire la France ne communique pas peut-être sur ses joyaux patrimoniaux. On parle évidemment beaucoup de Notre-Dame de Paris, à raison, mais il y a une sorte de grand vide qui aussi explique des tensions sociales en France, hein, des personnes qui se sentent délaissées aussi dans le regard que l'on porte finalement sur leur propre bassin de vie. Oui, certains ont parlé de diagonale du vide. Moi, de mon expérience, je retire quand même qu'il y a une ruralité heureuse, avec notamment la révolution numérique qui permet de faire beaucoup de choses en étant dehors des villes, mais que cette ruralité heureuse, elle demande qu'à pouvoir continuer à vivre et à ce qu'on puisse l'accompagner dans ce chemin. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de la France qui vit peut-être différemment et qui est mal connue, mais parce que la France aussi a beaucoup d'atouts. Elle ne manque pas de cathédrale, alors on continue à l'appeler la cathédrale de Laon malgré tout, qui a été d'ailleurs consacrée en présence de Charlemagne, donc c'est une des premières cathédrales gothiques. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à faire valoir nos atouts. Ça, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire on est un peuple pionnier, constructeur, mais finalement, on ne sait pas forcément. Moi, j'ai continué à organiser les Jeux olympiques là, récemment, qui ont été un succès, puis ensuite on passe à autre chose. Dans d'autres pays, on irait vendre ce savoir-faire partout dans le monde. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut effectivement avoir. À un moment, Ziad Khoury, vous dites « J'ai refusé le Graal de la casquette ». Et vous dites « Je crois être le seul membre du corps préfectoral à l'avoir fait ». Oui, parce que nous revenions de Bruxelles, où on avait été diplomate avec mon épouse, et nous avions cinq jeunes enfants, donc c'était pas pour moi le moment, j'allais dire, d'une forme de célibat géographique, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des postes préfectoraux, vous êtes souvent seul, parce qu'il faut conjuguer les deux carrières, et donc j'ai préféré rester à Paris, plutôt que saisir une opportunité pour être préfet. Ça fait partie aussi des nouveaux équilibres qu'il faut savoir trouver. Le travail de préfet, c'est un sacerdoce, pour emprunter à une comparaison religieuse, c'est un travail de moine soldat. Il est très exigeant de plus en plus, parce qu'il y a une pression qui est de plus en plus instantanée. Et donc, il faut le faire, mais pas de façon permanente, pas de façon linéaire, parce qu'on a besoin de s'oxygéner et aussi de travailler autrement à certaines phases. Aujourd'hui, les préfets ont beaucoup de pouvoir. Beaucoup plus peut-être qu'à une certaine période, non ? En particulier sur les communes, sur les maires, qui s'en plaignent. Disons que la situation est différente. Avant la décentralisation, ils avaient des leviers. Aujourd'hui, les leviers sont différents, c'est-à-dire que le préfet doit exercer sa mission de façon beaucoup plus partenariale, avec un charisme personnel, toujours s'effacer derrière la fonction, mais porter le lieu de la synthèse, du rassemblement, du dépassement. Donc c'est ce pouvoir-là qui doit faire jouer, qui doit conquérir. C'est pas un pouvoir qui est donné a priori, mais ils ont aussi la responsabilité constitutionnelle d'assurer le régalien, de contrôler et faire respecter les lois. Donc effectivement, ils ont un rôle central et assez méconnu. Moi, je défends vraiment dans mon livre la France des préfectures et la France des préfets, parce que je pense que c'est un atout. Il faut jouer avec ces atouts plutôt que de vouloir copier des pays qui sont organisés différemment. Et jusqu'où va le pouvoir du préfet ? En particulier par rapport aux maires. Je pose la question parce que nous aurons demain David Lisnard, maire de Cannes, qui représente les maires de France. Et les maires, par exemple, sur le volet du logement social, n'ont pas les mains libres pour décider qui peut habiter dans leur commune. C'est le préfet quand même qui valide tout ça. Il y a beaucoup de choses que valide le préfet. D'abord, le maire et le préfet sont vraiment à la racine de l'action territoriale de la vie quotidienne. Le maire est quelque part aussi un représentant de l'État, on le voit pour les élections, pour l'État civil. Donc ils doivent travailler ensemble, c'est ce qu'on essaye de faire. Ensuite, les maires, ils ont cette responsabilité d'élu qui est imminente et le contact avec les populations, qui font qu'ils s'occupent beaucoup du quotidien. Et le préfet est plutôt un régulateur, alors à la fois de l'aspect ordre public, sécurité au sens large, mais aussi du contrôle des lois pour assurer une forme de continuité, de cohérence au niveau national. Mais pour le reste, c'est le maire et les élus qui ont quand même l'essentiel des responsabilités. Et sur le logement, c'est un peu compliqué parce que vous avez la politique du logement qui est accompagnée, portée par l'État. Ensuite, les attributions de logement, il y a une part qui est donnée à l'État, mais pour assurer aussi un peu de cohésion sociale, mais beaucoup qui relèvent quand même des autorités locales. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté aujourd'hui entre l'État et les élus au niveau local.
Il y a juste besoin parfois de clarifier les compétences et puis de faire, c'est comme au foot, il faut jouer collectif. Ziad Khoury, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur les difficultés budgétaires que rencontrent les collectivités locales et auxquelles on demande beaucoup d'efforts? Elles s'en sont plaintes. On était à Angers la semaine dernière où on a pu écouter un certain nombre d'acteurs locaux qui nous disent les départements, par exemple, sont en sursis, s'estiment asphyxiés financièrement, alors qu'ils ont à peu près 70% de leurs dépenses incompressibles, qui ne dépendent pas, qui ne sont pas pilotées par les départements, mais qui sont imposées par l'État. Qu'est-ce qu'il y aurait à revoir aujourd'hui dans l'arborescence des collectivités locales? Vous, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit de ce point de vue-là? Qu'est-ce qui serait perfectible? Moi, je pense que l'enjeu, c'est d'abord un enjeu de ressources, de richesse, de création, de croissance. Vous parlez des départements, ils ont beaucoup de dépenses contraintes parce qu'ils s'occupent du social. Et finalement, il y a une charge qui a augmenté du fait d'un certain nombre d'évolutions. Et donc, il faut travailler sur ce qui fait augmenter la charge. C'est pas une question d'obligation, c'est plutôt une question de dynamique, de développement du pays. Après, il faut éviter que les compétences se chevauchent. Donc, c'est un effort permanent. C'est sur ça qu'il faut travailler. Plutôt que de faire de l'architecture institutionnelle qui est toujours compliquée, il faut que, en fait, on sache sur chaque sujet qui est le chef de file, qui a la compétence principale et qu'il en ait les moyens. Et je pense qu'il n'y a pas que les collectivités, vous avez aussi l'État, enfin tout l'appareil public qui est sous pression financière. Et c'est le sens de l'action du gouvernement, c'est d'essayer d'alléger cette pression parce qu'on est dans un niveau de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires qui fait qu'il faut qu'on trouve une organisation plus efficace. Mais ça, c'est un travail qui doit se faire au plus près du terrain. Ce que veulent les citoyens, en tout cas, moi je l'ai toujours vu comme préfet, ils veulent l'unité dans la proximité. Ils veulent de la proximité, c'est-à-dire avoir des interlocuteurs, des responsables en proximité. Des guichets. Et puis ils veulent de l'unité, c'est-à-dire ils veulent que les personnes travaillent ensemble et non pas de façon à se cannibaliser. Ziad Khoury, vous dites je disposais comme jamais les préfets n'en ont eu en temps de paix de pouvoir exorbitant. Vous faites référence à la crise Covid. J'interdis par exemple l'accès aux parcs, forêts et lacs ou restreignis les horaires d'ouverture des commerces. Je dus parfois exécuter des décisions nationales aux conséquences subtiles quand il fallut s'assurer de la fermeture dans les commerces des rayons des produits non essentiels, dont la frontière entre eux et les autres pouvait être ténue. Un pyjama pour 3 ans, oui, article de puériculture, mais pas pour 4 ans. Ça, c'est l'exemple de ce qui s'est passé sous la crise Covid. Vous dites que la critique était aisée, mais il fallait agir et trouver en permanence les meilleurs équilibres. Vous avez cherché à trouver les meilleurs équilibres, parfois un peu contre les aberrations à la française, comme les attestations de sortie, qui a été un cas bien français quand même. La gestion de crise, c'est un des métiers du préfet. Et assez naturellement, en France, tous les acteurs se regroupent autour du préfet pour gérer ensemble la crise. Et ça marche bien. On est assez fort dans la gestion de crise. Je pense que la crise du Covid, avec les moyens dont on disposait, a été quand même plutôt globalement bien gérée. Les attestations de sortie que vous évoquiez ont eu ce mérite, je le dis aussi, que chacun se pose la question avant de sortir, est-ce que c'est justifié ou pas? Donc c'est vrai que c'était un système qui était un peu atypique, mais qui a bien fonctionné. Et les pouvoirs dont vous parlez, moi je l'évoque parce que c'est vrai qu'on avait au moment du Covid des pouvoirs qu'on n'a jamais eus, mais qu'on a exercés évidemment dans l'intérêt général et avec une concertation avec les parties prenantes. Donc je pense que ça a été un épisode fort, mais je pense surtout que ça a été un épisode de solidarité entre les citoyens, de cohésion et d'efforts collectifs pour en sortir. Moi je vous donne l'exemple qui m'a vraiment beaucoup frappé. Au moment du confinement, je me suis vraiment posé la question qu'est-ce qui va se passer et que fait-on si les gens sortent le lendemain? Et dès le premier jour, vous avez eu une discipline qui s'est mise en place. Je pense que la France est un grand pays et qu'elle est capable de se souder dans la crise comme dans les réussites. On l'a vu aux Jeux Olympiques, elle s'est soudée autour d'un grand projet. On le voit dans la gestion de crise où tout le monde marche la main dans la main. Et ça doit donner des leçons pour la vie courante et pour un optimisme concernant notre pays parce qu'on est un peu trop pessimiste. Donc l'esprit gaulois s'éteint quelque peu quand la discipline exige. C'est ce que vous diriez, Ziad Khoury. En tout cas, la cohésion nationale est le premier enjeu pour moi. C'est pour ça que j'évoque. En fait, mon livre, c'est un livre pour montrer que tout le monde peut contribuer à la cohésion nationale. Et c'est ce qu'il faut chérir et préserver, parce que c'est ce qui permet à la France d'aller le plus loin et d'avancer ensemble. Que diriez-vous aujourd'hui aux agriculteurs, Ziad Khoury? L'agriculture, c'est une question existentielle. Donc d'abord, il faut leur dire qu'on les aime, mais ça, ils le savent, mais surtout qu'on a besoin d'eux. Vous avez un premier enjeu, c'est l'installation. S'il n'y a pas d'agriculteur qui s'installe, notre agriculture disparaîtra, donc c'est pouvoir vivre de son travail. Vous avez un autre enjeu qui est un enjeu presque culturel, l'aménagement du territoire, notre mode d'existence. Donc c'est au-delà même de l'agriculture, c'est toute une partie de la France et donc qui nous est très chère. Et puis vous avez un enjeu de souveraineté alimentaire, d'enjeux économiques. Et pour toutes ces raisons, on a évidemment le devoir de venir en soutien aux agriculteurs et de leur permettre de vivre de leur travail. Et donc
moi, je leur passerai plutôt un message d'espoir et de confiance parce qu'ils ont le pays et ils ont les pouvoirs publics avec eux. Comment se passe le lien entre le préfet et l'exécutif, le plus haut degré de l'exécutif? Les consignes, vous les recevez de quelle manière? Alors, on reçoit beaucoup de circulaires, on est réunis parfois, donc il y a toutes les manières aujourd'hui. Quand j'ai commencé avant Internet et le téléphone portable, effectivement, c'était différent. Aujourd'hui, il y a quand même un rythme qui s'est un peu intensifié. Et finalement, on se trompe sur les préfets parce qu'on croit qu'ils sont que des exécutants. Ils sont là pour assurer en loyauté la politique publique. Ils s'assurent aussi la continuité de l'État. Mais ils ont une grande part d'initiative. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce métier parce il est très contraint, mais il donne beaucoup de liberté aussi. Et donc, la liaison, elle est naturelle parce qu'on a une éthique du métier et qu'on est là pour servir avec loyauté, mais aussi avec une obligation de résultat. Est-ce que vous songez un jour, Ziad Khoury, si l'occasion se présente, ou si l'idée vous en vient, de se dire, tiens, mes compétences, ce que j'ai acquis en France, je peux le mettre au service du Liban qui en a tant besoin? Alors moi je suis venu du Liban, mais je me sens évidemment 100% français. Donc si je peux aider mon pays d'origine, je le ferai avec plaisir. Mais je pense que le Liban doit d'abord s'aider lui-même, avec aussi sa diaspora bien sûr, et qu'il doit montrer sa capacité de cohésion nationale qui aujourd'hui fait parfois un peu défaut. Allez, le mot cohésion et le mot méritocratie qui sont à la source de cette réflexion, chapeautée sous le titre sobre « Préfet des montagnes du Liban au service de la République » aux éditions Mareuil. C'est Ziad Khoury, ancien préfet de l'Aisne et de la Haute-Saône, que je remercie d'être venu ce matin. Merci beaucoup.